Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Dans cet épisode, je vais vous raconter une affaire qui a secoué le petit coin tranquille de Digby, en Nouvelle-Écosse, à la fin de l'année 2019. Il s'agit d'un drame où une femme qui pensait pouvoir sauver un homme tourmenté a fini par y laisser la vie, dans des circonstances tragiques. Avant que nous n'allions plus loin dans cette histoire palpitante, je vous invite à mettre un like et à vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie d'avance. Nous sommes donc à Digby, une municipalité à l'atmosphère familiale, et réputée pour son port pittoresque, ses couchers de soleil sur la baie et la chaleur de ses habitants. Là-bas, tout le monde semble se connaître, ou, au moins, avoir entendu parler de tout le monde. Pourtant, ce fut aussi le théâtre d'un crime qui semblait inconcevable, tant la victime incarnait l'image de la gentillesse et de la bonté. Cette victime s'appelait Alicia Rosenthal, une femme d'environ 28 ans, mince, le visage illuminé par de grands yeux bienveillants et de longs cheveux châtains qu'elle attachait souvent en queue de cheval pour le travail. Elle était employée comme aide-soignante dans un foyer local pour personnes âgées. Son caractère discret et attentionné la rendait immédiatement sympathique à ceux qui la rencontraient. Et sa nature désintéressée faisait qu'elle s'impliquait beaucoup plus qu'on ne le lui demandait. Son entourage la décrivait comme une personne lumineuse, toujours prête à offrir un sourire ou un mot de réconfort. Nombre de pensionnaires dans l'établissement où elle travaillait l'adoraient, car elle consacrait du temps à chacun, qu'il s'agisse de les aider à effectuer des tâches simples ou de leur tenir compagnie lorsqu'ils se sentaient seuls. Elle avait cette qualité rare de vraiment écouter, un don qui, malheureusement, l'a peut-être conduite à s'ouvrir de manière excessive aux problèmes des autres. Originaire d'une petite ville des environs, Alicia avait déménagé à Digby pour étudier puis exercer un métier dans le domaine du social et de la santé. Ses parents, qui habitaient dans une commune voisine, racontaient toujours qu'elle avait commencé très jeune à vouloir aider les autres. Elle récoltait des vêtements pour des associations, organisait de petits concerts caritatifs avec une camarade de lycée et passait ses étés en tant que bénévole dans divers programmes. Son tempérament candide la poussait à voir le meilleur chez tout le monde. Si un ami avait un souci, elle cherchait aussitôt la solution la plus douce et la plus empathique pour le résoudre. Avec le temps, cette aspiration à réparer les tourments des autres était presque devenue sa raison d'être. C'est probablement ce trait de personnalité qui l'a attirée vers Grégory Montrose. Grégory Montrose, 32 ans, était connu à Digby comme un homme insaisissable et imprévisible. Il pouvait se montrer charmant, plaisanter et faire rire un groupe entier de gens au bar local, puis, quelques minutes plus tard, se renfermer complètement et devenir d'une froideur polaire. Grand, légèrement massif, les cheveux sombres coupés courts et des yeux gris perçants, il exerçait sur les gens une sorte de magnétisme brut qui ne passait pas inaperçu. Natif d'une grande ville, il avait atterri à Digby pour des raisons professionnelles, d'abord comme ouvrier sur un chantier naval, puis comme guide improvisé pour les touristes sur des bateaux de pêche. Personne ne savait trop d'où venaient ses revenus exacts, car il semblait toujours à court d'argent, tout en s'adonnant de temps à autre à de menues dépenses extravagantes. Des rumeurs couraient à son sujet. Certains disaient qu'il côtoyait des individus peu recommandables, adeptes de petits trafics liés à la contrebande de marchandises ou à l'import-export de produits non déclarés. D'autres le voyaient simplement comme un grand romantique malchanceux qui n'avait pas encore trouvé sa voie. Chacun avait son avis et, dans une petite ville comme Digby, les commérages circulent vite. On ignore où et quand Alicia a croisé Grégory pour la première fois, mais on sait qu'elle a ressenti pour lui cette impulsion de vouloir l'aider. Elle avait conscience qu'il avait un passé trouble. On parlait de bagarres, de dettes, de quelques délits qui n'avaient pas conduit à de véritables peines de prison, mais qui planaient encore comme un gros nuage noir au-dessus de lui.
Toujours est-il qu'Alicia, contre toute attente, s'était rapprochée de cet homme qu'on disait difficile et dangereux. Certains proches l'avaient mis en garde, craignant que sa bienveillance ne soit exploitée. Toutefois, Alicia répondait avec calme qu'elle pensait être capable de l'aider à s'en sortir, qu'il y avait du bon en lui et qu'elle ne devait pas le juger uniquement sur des on-dit. Elle l'avait même emmené rencontrer de temps en temps quelques résidents du foyer pour qu'il voie combien sa vie pouvait être meilleure s'il laissait derrière lui ses mauvaises fréquentations. Quand un voisin protecteur s'était inquiété pour sa sécurité, Alicia avait juste souri, assurant qu'elle gérait la situation et qu'il n'était pas question de se mettre en danger. Sa naïveté touchante ne lui faisait pas réaliser à quel point elle ouvrait grand la porte à une série d'événements tragiques. L'affaire a pris une tournure dramatique au cours d'une nuit d'hiver, juste après les fêtes de fin d'année 2019. Le foyer de seniors où Alicia travaillait reçut un appel de l'un de ses collègues inquiets. Alicia ne s'était pas présentée à son service du matin, chose totalement inhabituelle pour une personne aussi ponctuelle. Personne ne répondait sur son téléphone. Un proche de la jeune femme décida de se rendre chez elle, dans un petit lotissement à la périphérie de Digby. En frappant à la porte, il ne reçut aucune réponse alors que la voiture d'Alicia était garée devant. Malgré la luminosité hivernale qui enveloppait la rue d'une clarté blafarde, aucune silhouette ne bougeait à l'intérieur de la maison. Craignant qu'elle ait fait un malaise ou un accident domestique, le proche alerta les autorités locales. Une patrouille arriva, força l'entrée, mais constata que la maison était vide et sans signe évident de lutte. Les pièces étaient en ordre, la vaisselle de la veille était sur l'égouttoir. Son sac à main semblait manquer, mais la plupart de ses effets personnels, vêtements, ordinateur, courrier, étaient en place. Rien ne laissait supposer un déménagement précipité ou un départ volontaire. Il manquait seulement son manteau d'hiver et ses clés. Un tableau d'ensemble déroutant, car tout indiquait qu'elle s'était comme éclipsée en pleine nuit sans rien dire à personne. Dès le premier jour, l'affaire fut prise en charge par un enquêteur local méthodique, un habitué des enquêtes de proximité et réputé pour son sens aigu de l'observation. À ses côtés, une enquêteuse plus jeune, fraîchement mutée dans la région, s'efforçait de suivre son mentor et de prendre des notes minutieuses. Ensemble, ils commencèrent par interroger les voisins. L'un d'eux se souvint qu'il avait aperçu Alicia rentrer tard dans la soirée, accompagnée d'un homme grand et massif, portant un manteau sombre. Tout correspondait à la description de Grégory Montrose. Le voisin, du genre à observer discrètement depuis sa fenêtre, se rappela aussi que, quelques heures plus tard, le même homme était ressorti seul en claquant la portière d'une voiture. Il ne pouvait pas jurer avoir entendu des cris, mais un son sourd ou un bruit étrange l'avait tout de même interpellé. Les enquêteurs comprirent bien vite que Grégory pourrait être la dernière personne à avoir vu Alicia vivante. Ils se renseignèrent sur lui. Un passé jalonné de petits délits, pas de casier judiciaire lourd, mais une réputation problématique. De quoi susciter immédiatement la curiosité et orienter l'investigation dans sa direction. Contacté par téléphone, Grégory prétexta qu'il n'était pas en ville et, prévenant les enquêteurs qu'il reviendrait sous peu, il refusa de donner sa localisation précise. Une attitude qui ne fit qu'amplifier les soupçons. Dans la foulée, une brigade spécialisée dans la collecte de preuves se rendit chez Alicia avec du matériel d'analyse forensique. Les enquêteurs prélevèrent des échantillons dans l'entrée, la cuisine et la chambre. Plusieurs cheveux et fibres de vêtements furent retrouvés, mais rien de probant à première vue. Le lit était fait, la maison en parfait état. L'équipe de police technique et scientifique remarqua cependant une trace de pas boueuse dans le couloir menant au salon. Taille d'homme, semelle lourde. Cela pouvait correspondre aux chaussures de Grégory, si l'on se fiait à la description faite par certains habitués du bar qu'il fréquentait.
Ils envoyèrent un échantillon pour analyse. Il ne leur restait plus qu'à essayer de reconstituer la chronologie de la nuit, et, pour cela, le meilleur moyen était de retracer les déplacements d'Alicia et de Grégory, ainsi que de vérifier s'il existait des caméras de surveillance. Le centre-ville de Digby en possédait quelques-unes, surtout autour des boutiques et de la station-service. Les autorités interrogèrent également des individus qui avaient vu Alicia la veille de sa disparition. Certains affirmaient l'avoir aperçue au bar local, vers 21h. Un témoin, une personne qui connaissait un peu Grégory, déclara les avoir vus ensemble. Alicia paraissait d'humeur joyeuse, même si Grégory semblait un peu nerveux. Elle lui tenait le bras, tentant de le rassurer ou de le calmer, comme si une conversation sérieuse se déroulait. Le témoin raconta que, plus tard dans la soirée, Grégory avait ingurgité plusieurs verres et qu'il paraissait de plus en plus agité. Alicia aurait essayé de le convaincre de rentrer, pour éviter tout incident. C'est finalement ce qu'ils firent aux environs de minuit, quittant le bar sous le regard perplexe de quelques habitués. Personne, à ce moment-là, n'imaginait que ce serait la dernière fois qu'on verrait Alicia en vie. Les jours s'écoulèrent et, malgré les recherches, aucune trace d'elle ne réapparaissait. Les habitants de Digby commençaient à avoir peur. Dans un endroit où tout le monde se connaît, la disparition de cette jeune femme si aimable était un coup de tonnerre. Certains bénévoles organisèrent des battues dans les bois alentours, vérifièrent les sentiers le long du littoral, questionnèrent les pêcheurs pour savoir s'ils n'avaient pas vu quelque chose d'inhabituel. Après environ 5 jours d'angoisse, un passant déclara avoir trouvé un manteau de femme sur un chemin de randonnée, proche d'un escarpement rocheux, à quelques kilomètres de la ville. Il appela aussitôt les autorités. Les enquêteurs se rendirent sur place et descendirent le sentier boueux qui menait à une zone escarpée dominant l'océan. Là, dans un recoin isolé entre 2 rochers, ils firent la macabre découverte, le corps sans vie d'une jeune femme. Alicia gisait sur le sol, le regard éteint, ses longs cheveux collés par l'humidité. Les experts sur place constatèrent des traces de strangulation et quelques ecchymoses défensives sur ses bras, signe qu'elle avait tenté de se débattre. Pour ne pas risquer de dénaturer la scène, les enquêteurs la photographièrent sous tous les angles et balisèrent la zone. Un médecin légiste fut dépêché immédiatement, tandis que l'équipe de police scientifique déploya ses instruments pour examiner chaque caillou, chaque brin d'herbe susceptible de révéler comment Alicia avait fini là, dans ce lieu abandonné. Les premières observations du médecin légiste indiquaient un décès, survenu probablement dans la nuit même de sa disparition, ou au petit matin suivant, laissant penser qu'elle n'avait pas erré longtemps avant de perdre la vie. Les conditions météo étaient rigoureuses, ce qui avait pu altérer certaines traces d'ADN ou d'empreintes. Cependant, la position du corps et les lésions sur la gorge permettaient de suspecter un meurtre, plus précisément un acte violent commis de manière intentionnelle. Les experts prélevèrent minutieusement les éléments autour de la zone. Ils retrouvèrent un petit morceau de papier chiffonné coincé dans l'une des poches extérieures du manteau d'Alicia. Dessus, on pouvait lire des mots courts, presque illisibles à cause de la pluie et du gel. Zachary le... La suite demeurait floue, suivie d'un code numérique étrange qui ressemblait vaguement à un numéro de téléphone. Et, en dessous, il y avait l'expression « Zachrany Ho » griffonnée à la hâte, comme si Alicia l'avait écrit ou conservé pour une raison précise. La police le conserva précieusement en se demandant si ces quelques lettres pouvaient signifier « Sauve-le » dans une autre langue. Avec la confirmation du meurtre, l'enquête s'accéléra. Les principaux soupçons se dirigèrent vers Grégory Montrose. Mais ce dernier n'était toujours pas réapparu dans les parages. L'enquêteur principal, déterminé, alerta d'autres postes de police de la province pour le localiser. De fil en aiguille, un agent municipal de la ville voisine signala avoir repéré un homme correspondant à la description de Grégory. Grand, cheveux sombres,
manteau usé, se déplaçant dans une voiture grise de modèle ancien. Des patrouilles se mirent à vérifier motels et stations-service. Au bout de quelques jours, Gregory fut retrouvé endormi dans son véhicule, garé derrière un vieux garage abandonné à plus d'une heure de route de Digby. Les agents l'arrêtèrent sur le champ et l'emmenèrent pour un interrogatoire. Face à l'enquêteur principal et sa collègue, Gregory commença par nier toute implication. Il prétendit qu'il avait quitté le bar avec Alicia, qu'ils étaient rentrés chez elle, mais qu'une dispute avait éclaté. Il affirma qu'Alicia l'avait mis à la porte après un désaccord et qu'il était parti vers une destination inconnue. D'après lui, Alicia était très contrariée et souhaitait prendre l'air. Il répéta qu'il n'était pas revenu la voir ensuite. Toutefois, son discours sonnait faux. Il peinait à se rappeler les détails, parlait de choses qui ne coïncidaient pas avec les relevés téléphoniques. Il mentit sur l'endroit exact où il s'était trouvé au petit matin. Plus inquiétant encore, ses affaires présentaient des taches suspectes, difficilement visibles à l'œil nu, mais les enquêteurs décidèrent de les envoyer au laboratoire pour y déceler d'éventuelles traces de sang. Dans le même temps, la police continua de passer au crible le téléphone d'Alicia et ses relevés bancaires. Ils découvrirent qu'à plusieurs reprises, elle avait effectué de modestes retraits en liquide, toujours sur le même compte, et à peu près aux mêmes périodes, coïncidant avec des visites régulières de Gregory au bar. Cela suggérait qu'elle pouvait l'aider financièrement, peut-être pour lui permettre de régler des dettes urgentes ou apaiser des créanciers mécontents. Ceux qui connaissaient Alicia n'étaient pas surpris. Elle avait le cœur sur la main, et si Gregory prétendait qu'il avait besoin d'argent pour se soigner ou éviter une mauvaise passe, elle avait sûrement voulu l'aider. Il fallut creuser davantage pour déterminer à quoi ces sommes étaient destinées. En interrogeant certaines relations douteuses de Gregory, la police apprit qu'il traînait avec un cercle d'individus adeptes de petits trafics maritimes. Le terme « contrebande » fut prononcé à plusieurs reprises, et il était question de dettes de jeu. L'enquêteuse plus jeune, passionnée par la fouille de données, réussit à mettre la main sur un indice capital. Un relevé de communication montrait que Gregory avait reçu, le soir même, plusieurs appels d'un numéro inconnu, juste avant de partir avec Alicia du bar. Le même numéro était lié à des individus répertoriés pour extorsion de fonds. À mesure que l'enquête progressait, on commença à brosser un tableau plus sombre de la situation. Alicia, dans son désir de sauver Gregory, s'était peut-être retrouvée mêlée à de sombres magouilles de dettes et de pression. Une proche d'Alicia raconta qu'elle l'avait entendu un jour confier qu'elle voulait trouver un moyen de le libérer de ses problèmes. Cette proche craignait qu'Alicia ne se soit placée en situation dangereuse, sans en avoir pleinement conscience. Effectivement, on découvrit que, depuis 2 semaines, Alicia communiquait également avec une ancienne compagne de Gregory, une femme qui vivait désormais dans une autre province et dont on ignorait presque tout. Les enquêteurs la retrouvèrent et elle admit avoir parlé à Alicia au sujet de Gregory. D'après elle, Gregory était sous la coupe d'une personne influente, quelqu'un qui menait des affaires illégales de grande envergure. Cette personne influente, identifiée simplement par un surnom vague, aurait exercé des menaces sur Gregory, le forçant à accomplir des livraisons illicites et à récupérer de l'argent pour rembourser une dette colossale. Alicia aurait découvert ces éléments par hasard, puis, comme à son habitude, elle aurait voulu aider Gregory à s'en sortir, au besoin en avertissant la police ou en révélant les noms de ceux qui se cachèrent derrière. Mais Gregory, terrifié par les représailles, aurait supplié Alicia de garder le silence. Devant l'obstination d'Alicia, voulant peut-être dénoncer ses manœuvres, Gregory aurait commencé à paniquer. Les aveux de l'ancienne compagne soulevèrent la question suivante. Gregory avait-il agi seul, ou avait-il reçu l'ordre de faire taire Alicia? Il se murait dans le silence, conscient que toute révélation pourrait le mettre en danger, voire empirer la situation. Les enquêteurs rencontrèrent des difficultés à prouver l'existence de l'individu mystérieux
qui aurait commandité le crime. Néanmoins, un indice commença à prendre de la consistance. Le code retrouvé sur le papier dans la poche d'Alicia correspondait en grande partie au numéro de l'ancienne compagne de Grégory. Le mot « Zakragne Ho », une formule qui pouvait signifier « sauve-le » dans une langue étrangère, laissait penser qu'Alicia tentait de lancer un appel à l'aide ou de transmettre un message en cas de situation critique. Lorsque l'autopsie définitive arriva, elle confirma un homicide par strangulation. Les légistes repérèrent également des résidus de fibres sur les vêtements d'Alicia, pouvant provenir d'une corde ou d'un cordon. En comparant ces fibres à celles retrouvées dans la voiture de Grégory, on obtint une correspondance partielle, suffisamment significative pour que le principal enquêteur, après avoir confronté Grégory aux preuves, obtienne une demi-confession. D'abord, Grégory s'était défendu en disant qu'il n'avait jamais voulu la tuer, que c'était un accident, qu'il avait perdu le contrôle sous la pression. Puis, lorsqu'on lui révéla qu'il risquait une condamnation à perpétuité, il craqua, révélant qu'il se sentait pris au piège. Il prétendit avoir tué Alicia parce qu'elle menaçait de dénoncer tout un réseau de trafiquants, ce qui aurait signé son arrêt de mort à lui, si l'organisation l'apprenait. Il alla jusqu'à dire qu'il avait reçu des directives non pas de quelqu'un en particulier, mais qu'il savait qu'il n'avait pas le choix et qu'il devait faire en sorte de faire disparaître la menace. Ses aveux, enregistrés, confirmèrent son implication directe dans le meurtre, même si la police se heurta à un mur concernant l'identité de la personne à l'origine de ces menaces. Grégory refusa de donner des détails précis, répétant qu'il ne savait pas vraiment qui était derrière tout ça. Selon ses dires, il y avait une chaîne de gens dangereux, et il n'était qu'un maillon parmi d'autres. Avec un suspect principal arrêté et une série de preuves l'incriminant, l'affaire prit alors un tournant judiciaire. Le procureur local, un juriste expérimenté, se prépara à présenter le dossier devant un tribunal compétent de Nouvelle-Écosse. L'audience préliminaire permit de poser les bases. La mort d'Alicia ne faisait plus aucun doute, et Grégory était accusé de meurtre au second degré. L'avocat de la défense, commis d'office, tenta de plaider la pression psychologique extrême, arguant que Grégory agissait sous la contrainte de gens plus puissants que lui. Selon cette ligne de défense, Grégory avait lui-même peur de mourir, et l'acte criminel n'aurait pas été prémédité, mais plutôt déclenché par l'angoisse et la panique. Le procureur répliqua que Grégory avait eu de nombreuses occasions de demander de l'aide à la police ou à des associations dédiées aux victimes de chantage, au lieu de commettre l'irréparable. Il souligna la différence entre être victime d'intimidation et passer à l'acte avec une telle violence. Lors du procès, plusieurs témoins furent entendus. Un collègue d'Alicia, un voisin vigilant, des policiers et même l'ancienne compagne de Grégory, qui témoigna à distance. L'ancienne compagne expliqua qu'elle-même, à l'époque, avait subi les coups et l'instabilité de Grégory, mais aussi la pression d'un entourage criminel. Cette déclaration, si elle mit en lumière la réalité de la peur qu'il pouvait ressentir, acheva surtout de le dépeindre comme un homme capable d'actes violents quand il se sentait acculé. Lorsque le moment vint de présenter les preuves matérielles, la découverte de la trace de semelle, les fibres de corde et le morceau de papier portant le code inconnu jouèrent un rôle crucial pour retracer le scénario de la nuit fatidique. Les experts en téléphonie présentèrent les relevés d'appel, montrant que Grégory avait reçu un coup de fil à l'aube, peu après le meurtre, ce qui indiquait qu'il n'avait pas quitté la région immédiatement. Le témoignage du bar local établit qu'il était bien le dernier à avoir été vu avec Alicia. Face à ce faisceau d'indices concordants, l'avocat de la défense ne put faire grand-chose pour éviter la perspective d'une lourde condamnation. Grégory changea plusieurs fois de version, tenta de minimiser son rôle, puis revint à l'argument de la contrainte. Cela ne fit qu'affaiblir sa crédibilité. Le tribunal, après plusieurs jours d'audience, prononça finalement un verdict clair.
Grégory fut reconnu coupable de meurtre au second degré, même si le juge laissa entendre que la pression d'un réseau criminel pouvait être un élément contextuel. Le poids de la peine refléta cependant la gravité du crime. Grégory fut condamné à une longue peine de prison, avec de faibles perspectives de libération conditionnelle. La juge estima que la victime avait fait preuve d'une bienveillance admirable et que Grégory avait abusé de cette confiance en la manipulant avant de l'assassiner de sang-froid pour protéger ses propres intérêts. Les conséquences de ce procès furent multiples. D'abord, l'affaire eut un écho retentissant dans toute la Nouvelle-Écosse. Digby, jusqu'alors réputé pour son calme, réalisa brusquement que la contrebande ne se limitait pas aux lointains récits de pirates du siècle passé. Un réseau criminel existait sous la surface apparemment paisible, utilisant parfois la côte pour des transactions douteuses. Plusieurs associations de prévention du crime saisirent l'occasion pour informer la population sur les dangers de la manipulation et du chantage. Les habitants de Digby, bouleversés, comprirent aussi que personne n'était à l'abri de ce genre de tragédie, même dans une petite ville soudée. Par ailleurs, la police poursuivit son enquête sur les connexions de Grégory, espérant démasquer le fameux « cerveau » ou la personne à l'origine du réseau de menaces. Toutefois, malgré les perquisitions et les auditions, aucune preuve solide ne permit d'identifier clairement un instigateur. Quelques individus impliqués dans des échanges douteux furent arrêtés, mais aucune figure de proue d'un crime organisé ne fut véritablement mise en cause. Au fil du temps, l'affaire demeura orpheline d'un coupable plus haut placé. On parla d'un complot orchestré depuis l'étranger, puis la rumeur fut démentie et plus rien ne transpira dans les médias. Pour la famille et les amis d'Alicia, la vie continua tant bien que mal, avec l'immense vide laissé par la perte d'une personne si généreuse. Certains membres de la communauté se mirent à honorer sa mémoire en poursuivant son travail de bienfaisance. Une association de bénévoles, composée en grande partie de proches d'Alicia et de citoyens émus, vit le jour afin de sensibiliser le grand public au danger des relations toxiques et du désir de sauver quelqu'un à tout prix. Ils organisèrent des conférences, invitèrent des intervenants dans les écoles et mirent en avant des ressources d'aide pour les femmes et les hommes qui se retrouvent impliqués dans des relations où la violence et le chantage peuvent surgir. Des collectes de fonds furent organisées pour soutenir un nouveau refuge et un lieu d'écoute, dans l'idée qu'un drame similaire puisse être évité. Beaucoup se souviendront d'Alicia comme une personne qui voulait sincèrement faire le bien autour d'elle, hélas prise au piège de mécanismes criminels auxquels elle n'avait ni la force ni les moyens de résister. En prison, Grégory vécut les premiers mois dans l'isolement, redoutant peut-être que les individus à qui il devait des comptes le retrouvent même derrière les barreaux. Son avocat tenta de faire appel, arguant que le verdict avait omis le fait qu'il n'était pas le cerveau de l'opération, mais un simple exécutant terrorisé. La justice refusa cependant d'atténuer la peine, estimant que sa responsabilité était entière, même dans la panique. L'hypothèse qu'il eût des dettes de jeu ou des obligations envers un réseau dangereux ne suffisait pas à excuser son passage à l'acte. Un officier correctionnel raconta que Grégory restait la plupart du temps silencieux, évitant les contacts. Certains codétenus prétendirent qu'il s'était mis à la boxe en prison, comme s'il voulait se préparer à se défendre. Nul ne sait ce qui se passait réellement dans son esprit, et jusqu'où allait sa peur des représailles. Dans un entretien accordé à un psychologue de la prison, il aurait confié ne pas savoir si quelqu'un, là dehors, continuerait à vouloir sa mort. Il ajouta qu'au fond de lui, il éprouvait le remords d'avoir détruit la vie d'Alicia, reconnaissant qu'elle n'avait été qu'une victime de son propre aveuglement. Malgré la conclusion judiciaire, l'histoire laissait un sentiment d'inachevé. Les enquêteurs sur place soupçonnaient l'existence d'une organisation criminelle plus vaste,
avec des ramifications dans d'autres provinces ou même à l'international, liées à la pêche et aux exportations clandestines. Les marins de Digby le savaient. Les côtes, aussi sublimes soient-elles, peuvent parfois servir à convoyer discrètement des marchandises illégales. Or, faute de preuves suffisantes, il ne fut pas possible de remonter la piste. Les pistes demeuraient trop floues, et le silence pesant de Grégory, qu'il ait été mu par la peur ou la loyauté forcée, entretenait ce voile de mystère. L'ancienne compagne de Grégory, qui vivait désormais loin de la Nouvelle-Écosse, refusa de revenir déposer. Elle craignait pour sa sécurité, et son témoignage par visioconférence avait déjà créé de vives tensions. Personne ne sut jamais si elle en savait plus qu'elle ne voulait le dire, ou si elle ignorait la véritable identité de la personne qui avait poussé Grégory à commettre l'irréparable. Les résidents de Digby, eux, finirent par reprendre un quotidien normal, bien que marqué par l'empreinte du drame. Plusieurs mois après le procès, on put voir des bouquets de fleurs sur le lieu même où le corps d'Alicia avait été découvert, signe que ceux qui la connaissaient, et même des anonymes, ne voulaient pas oublier. Les sessions du tribunal, couvertes par les médias locaux, avaient soulevé des débats. Comment protéger des personnes vulnérables, persuadées qu'elles peuvent guérir les autres? Comment éviter qu'une histoire d'amour ou de compassion se transforme en cauchemar? Les réponses n'étaient pas simples. Digby, pourtant, tenait à préserver sa réputation de petite ville accueillante, tout en restant alerte à l'idée que le mal peut s'y immiscer, quelle que soit la taille de la communauté. Au sein de l'association de bénévoles formée en la mémoire d'Alicia, une proche tenue jusqu'alors à l'écart des projecteurs prit la parole dans une réunion publique, expliquant que cette affaire devait servir d'exemple, ne pas sous-estimer les signaux d'alarme, ne pas se penser capable de sauver quelqu'un seul si celui-ci est empêtré dans des filets criminels. Cette proche insista également sur la nécessité de faire connaître les numéros d'urgence et les services de soutien, en particulier lorsqu'il s'agit de violences conjugales, de manipulations psychologiques ou de liens avec des milieux dangereux. On raconta que, si Alicia s'était adressée plus tôt à la police pour signaler ce qu'elle savait, si elle avait trouvé le courage de signaler la gravité de la situation, elle aurait peut-être pu survivre avec une protection adéquate. Mais le conditionnel ne change pas la réalité. Alicia n'était plus là pour témoigner, et la mise au jour d'une organisation criminelle entière restait inaccessible. Quant aux résidents qui l'avaient connue personnellement, leur hommage se fit dans des petits gestes concrets. La création d'une bourse d'études au foyer de seniors portant son nom, un arbre planté dans le parc municipal où elle aimait se promener avec certains pensionnaires, et quelques soirées caritatives en son honneur. Le but n'était pas de la pleurer éternellement, mais de se souvenir de la douceur et de la détermination d'une femme prête à croire que tout le monde peut changer. C'était précisément cette conviction qui l'avait rendue vulnérable face à un homme tiraillé entre son attachement pour elle et la peur d'un réseau menaçant. Pour la police, le dossier restait clos sur le plan officiel. Grégory Montrose, condamné, purgeait sa peine pour meurtre. Les enquêteurs classèrent l'affaire en homicide résolu, même s'ils précisaient dans leurs notes internes que le commanditaire demeurait inconnu. De temps à autre, l'un ou l'autre rouvrait les dossiers en espérant trouver un nouvel élément, mais sans succès. La piste aboutissait à des boîtes vides, à des numéros prépayés désormais inactifs et à des témoins qui préféraient se taire, soit par peur, soit par lassitude. C'est ainsi que, malgré la condamnation du principal coupable, une part d'ombre continuait de planer autour de la mort d'Alicia, alimentant des murmures dans les rues de Digby, comme une légende urbaine qu'on se raconte à mi-voix. Aujourd'hui, en songeant à tout ce qui s'est passé, je ne peux m'empêcher de repenser à la détermination qu'Alicia montrait dans sa vie de tous les jours. Moi qui vous parle, je veux tout simplement rappeler que parfois, vouloir aider les autres est un don précieux.
mais qu'il faut aussi se protéger soi-même et ne pas ignorer les drapeaux rouges quand ils se manifestent. J'espère sincèrement que cette tragédie servira de leçon à chacun pour rester prudent tout en gardant foi en la bonté humaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout et d'avoir prêté attention à chaque détail. Si vous souhaitez découvrir plus d'affaires aussi édifiantes que bouleversantes, je vous invite à explorer les autres vidéos proposées sur la chaîne. J'ai préparé plusieurs enquêtes fascinantes, d'autres récits sur des énigmes jamais résolues et bien sûr des reportages qui vous plongeront dans les coulisses de l'investigation criminelle. J'espère vous retrouver très vite pour un nouveau récit intense et sincère, et je vous souhaite à tous une excellente continuation. Prenez soin de vous et à très bientôt.